J'ai toujours été très admirative des féministes qui s'engagent en politique. Hystérique, C'est vous qui êtes folle, là. Non mais faut pas se mettre dans des états comme ça. Hein. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. C'est une sorte de Greta Thunberg ménopausée. Quand je vois la manière dont elles sont exposées médiatiquement, quand j'imagine les pressions qu'elles subissent et les cyberviolences dont elles sont victimes, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour elles. Et en même temps, je me demande où elles trouvent le courage. J'ai eu la chance de m'entretenir pendant 1 heure avec l'une d'entre elles. Vous la connaissez, c'est une des queens du féminisme contemporain. Elle a son nom sur plein de pancartes en manif. Bon, je vous cache pas que je suis un peu stressouille. Enfin, intimidée. Je suis complètement en train de parler toute seule dans l'ascenseur. On a parlé de son expérience de cyberharcèlement, de violence masculiniste, de backlash, mais aussi d'humour et de joie. Bonjour. Rentrez, je vous en prie. Vous êtes journaliste, militante féministe et LGBT. Vous êtes élue écolo au Conseil de Paris. Vous êtes une des personnes dont le calme me rend le plus admirative. Et pourtant, on vous a beaucoup reproché votre prétendue haine des hommes, d'exagérer, peut-être plus indirectement votre colère, comme si vous étiez trop émotive. Vous êtes régulièrement la cible d'attaques antiféministes, à la fois dans les médias traditionnels et publiquement et aussi en privé sur les réseaux sociaux. Dès que vous prenez position, en fait, vous êtes placé au centre de polémiques, vous êtes souvent entêté sur Twitter pendant plusieurs jours. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce cyberharcèlement, nous décrire ce que c'est pour vous ? Bonjour, merci de m'avoir convié à discuter. C'est à la fois important de parler de ces choses-là et pas très simple en fait parce que le cyberharcèlement dont moi je suis la cible, c'est un cyberharcèlement éminemment politique au sens où il me vise moi, mais selon des mécanismes qui vont s'appliquer quelle que soit la personne en face pourvu qu'elle corresponde à certaines caractéristiques. En l'occurrence, dans mon cas, c'est beaucoup un cyberharcèlement qui repose sur du sexisme et de la lesbophobie, pour le dire un peu simplement. Ce qui fait que c'est compliqué de s'exprimer à ce sujet, c'est que comme c'est très politique, comme c'est un mécanisme qui a des ressorts politiques, la réponse, il est sans doute assez important qu'elle soit politique. Donc, c'est toujours complexe d'aller donner publiquement, puisque c'est un podcast, c'est public, c'est éventuellement accessible par des personnes qui pratiquent ces cyberharcèlements sexistes ou lesbophobes ou d'autres qui correspondent aux mêmes mécaniques. Et qu'est-ce que je leur donne, moi, de ça ? Qu'est-ce que je donne comme réponse publique à ça ? Est-ce qu'il y a une possibilité, en fait, de répondre sincèrement à cette question-là, c'est-à-dire de parler émotion ? Est-ce qu'il faut rester dans une réflexion politique ? C'est pas très facile parce que moi, je n'ai pas l'habitude de me détourner des questions. Et de toute façon, de manière générale, c'est jamais quelque chose que je fais de répondre... Enfin, je réponds vraiment toujours à ce que je pense. Mais sur ce que je ressens, ça peut être un peu différent. Et je pense que ça fait partie des problématiques du cyberharcèlement, que non seulement il y a les attaques, mais il y a aussi une chronophagie, enfin, ça prend aussi beaucoup de temps de réfléchir aux manières d'y répondre. Donc c'est vraiment un mécanisme global, il faut vraiment le prendre comme ça pour pouvoir tenir, je pense aussi, de qu'est-ce qu'on fait de ces attaques-là, comme qu'est-ce qu'on fait d'autres attaques dans un champ politique contre les féministes ou autres, que ce soit des attaques plus dans les médias traditionnels, des attaques dans le champ politique, etc. Oui, c'est du temps que vous ne prenez pas pour vos combats ou pour vous-même, c'est du temps perdu de gérer cette violence. Voilà, mais alors encore une fois, de le dire comme ça, c'est du temps perdu pour gérer cette violence-là. Est-ce que ça, c'est pas la vie de toute façon de toute féministe ? Dans le sens où, est-ce que, et c'est bien ce qui est souvent un peu désespérant, dans notre temps de vie donné sur Terre, on ne passe pas à de toute façon devoir détricoter, déconstruire
des préceptes, des pratiques, des politiques qui ont été construites bien avant notre naissance, et finalement dans un temps donc, de vie qui va être passé à devoir répondre à ou défaire ce qui a été tellement bien soudé par le patriarcat en l'occurrence. Donc de toute façon c'est ça, enfin la vie féministe, et c'est pas très différent au cyberharcèlement aussi, parce qu'en gros ce qui se passe dans des cas de cyberharcèlement qui va être, je pense, quand même plus particulier, c'est que ça ne cesse pas, c'est quotidien, même heure par heure. Ça ne trompe jamais, c'est-à-dire que je sais pertinemment ce qui va se passer désormais, et c'est cette certitude qui est bien sûr compliquée à aussi appréhender. Après tout passage télé, dès que des contenus sont partagés sur mon compte, etc. Est-ce que vous y pensez avant de prendre position sur un sujet d'actualité ? Est-ce que vous marquez un temps d'arrêt en vous disant « oh là là, ça va encore… Il y a une fatigue des réseaux sociaux, ça c'est évident. Alors que quand on porte un propos politique, quand on défend une cause, l'attitude un peu saine à avoir, c'est que les propos qu'on tient et les combats qu'on mène, ils soient répertoriés au maximum. Ce qui pose de toute façon des problèmes, parce que c'est pas parce qu'on porte des combats ou des causes qu'on adore néanmoins voir sa tête, son visage, de manière générale, même sans... Voilà, bon, ça fait partie des complications. Ouais, c'est aussi à prendre en compte. C'est ça le mécanisme inverse, c'est-à-dire que moi très souvent j'en suis à me dire non, bon, ok, je vais pas partager, et donc de dévalorisation de son propre travail au sens de non-valorisation, c'est-à-dire de vraiment dire bon, faisons-en un minimum presque, par exemple après un passage télé pour se dire ah non mais surtout oulala, pourvu que ça n'ait pas trop d'écho, ce qui est absurde en fait, puisque si vous allez quelque part, et moi je travaille beaucoup mes interventions quand je vais parler dans les médias, c'est énormément de travail, enfin je le considère comme du travail. Voilà, et l'important, les voix, il faut les entendre. Et ce qui pose aussi question, non seulement c'est pour soi-même, mais c'est pour les autres aussi. Parce que quand moi je sais que maintenant les personnes que je vais mettre en lumière, valoriser, j'ai toujours le cœur à le faire. C'est très important de faire partager son nombre de followers ou sa notoriété, quelle qu'elle soit, au service d'autres. Bah, quand on sait que non, en fait, ça va plutôt leur attirer des raids, des ennuis et tout ça, évidemment, j'y réfléchis à plusieurs fois avant de le faire. Donc, bien sûr, ça crée une absence de spontanéité totale, ça crée... Vous êtes dans la vigilance permanente. Bien sûr. Ouais. Et dans la certitude que, de toute façon, ça tombe tout le temps. La guerre des hommes est menée en ligne aussi. Il n'y a pas de séparation entre le réel et le virtuel. Alors, c'est clairement un champ de bataille avec des évolutions, parce que je pense que depuis la dernière campagne présidentielle, l'essor pendant quelques mois majeur, l'omniprésence d'Éric Zemmour, en fait, dans les médias, a fait que ses partisans ont une présence vraiment, eux et ceux du Rassemblement national, extrêmement massifs sur les réseaux. Et ça, bon, alors ça dépend lesquels, mais c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a pas mal d'autres gens aussi qui délaissent aussi un peu ce champ-là, tellement de toute façon, c'est assez grévé par l'extrême droite, quand même, Twitter. Oui, donc c'est pas des individus pris un par un dont l'accumulation fait une masse, c'est vraiment quelque chose de structuré, c'est des adversaires. Oui, enfin alors après c'est toujours compliqué de savoir comment ça fonctionne exactement, mais bien entendu oui, c'est complètement coordonné. Il faut pas non plus penser que c'est séparé, il n'y a pas de cloison non plus majeure entre les réseaux sociaux et le reste. Moi les énormes cyberharcèlements par exemple qui ont suivi mon élection à la mairie de Paris ou l'apparition de mon livre, en réalité, ils sont d'abord coordonnés par les médias. C'est-à-dire qu'il y a aussi une porosité entre le champ journalistique plus traditionnel et le champ des réseaux sociaux. Moi, les plus gros cyberharcèlements que j'ai, c'est aussi parce qu'il y a des articles de Paris Match, il y a des séquences sur une station radio qui s'appelle Radio Classique, qui tronquent mon livre, qui racontent n'importe quoi, qui font de malhonnêteté, qu'ils font en le sachant très bien ce que ça va provoquer aussi. Donc c'est plus compliqué en fait, parce que c'est pas que ça réactive, ça ne réactive pas les journalistes ou les médias, ils le font sciemment. C'est-à-dire que vous pouvez faire un article, mettons un article dans Paris Match, mais la façon dont vous choisissez après de le formuler dans un tweet, de le concentrer, c'est ça pour moi l'immense responsabilité quand même des community managers, de ces rédactions-là, etc. C'est tout médias confondus. C'est volontairement rédigé, ce tweet-là, quand ils mettent Alice Coffin dans leur tweet, ils savent que ça va. Et ça, mais c'est sans arrêt. C'est-à-dire qu'il y a des articles, ça n'a rien à voir avec moi. Je vois mon nom placé dans le tweet qui renvoie vers l'article, mais vraiment volontairement pour faire ouvrir l'article, parce qu'ils se disent c'est un truc à buzz, et ils savent finalement qu'en appuyant sur cette touche-là, ils vont provoquer des réactions justement de l'extrême droite, des antiféministes plus largement, et comme ça, leur tweet va être partagé, repris, et leur article va être ouvert. Donc c'est là où vraiment il n'y a pas assez de lucidité et de responsabilité de la sphère journalistique pour le coup.
Est-ce que vous pensez que s'il y avait un petit peu plus d'empathie à l'égard des personnes, notamment vous par exemple, ou d'autres personnes cibles de la part des journalistes, est-ce que vous pensez qu'on pourrait changer ces tactiques, se dire il y a un humain derrière, voilà ce que ça peut créer? Oui. Alors la question de l'empathie, elle est centrale. Je pense que c'est aussi un des plus gros dangers, en fait. C'est usant, c'est très dur, hein, vraiment. Et ça prend du temps de réflexion, très bien. Mais je pense que pour moi, vraiment, la douleur, c'est qu'est-ce que ça change dans mon rapport aux autres, en fait. Qu'est-ce que ça provoque, justement, et c'est vous poser la question de savoir qu'est-ce qui reste de l'humain, en fait, là-dedans. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire comment aussi on maintient un minimum de confiance, de foi en l'humanité là-dessus, de voir... Enfin, je veux dire, c'est tellement... voilà. Vous parliez de 600 messages par jour, c'est ça? C'est en permanence, c'est la nuit, c'est dans la poche tout le temps? Ça dépend des moments, mais quand c'était énorme... Il y a eu des phases où c'était par milliers, hein, vraiment, que ça arrivait. Après, c'est pas juste en fonction de... Quand vous passez à un certain stade, ça n'est plus seulement, on pourrait se dire, ah, bah... Si je me mets un peu en retrait quelque temps, ça va baisser. Non, parce que j'intervienne ou pas. Et bien sûr que ça multiplie les commentaires quand j'interviens à la télé ou autre, mais c'est même si je n'interviens pas, en fait, c'est sans arrêt, sans arrêt. Une fois que vous êtes devenu une figure identifiée d'une certaine lutte, bah, quels que soient les sujets qui sortent, vous allez être alpagué ou ils vont parler de votre cas. Soit vous dites quelque chose, ils vous le reprochent, soit vous dites rien, on vous reproche de rien dire, de toute façon. Donc, c'est la double peine, voilà. Vous ne pouvez jamais gagner. C'est très très difficile à concevoir ce que ça peut faire de recevoir autant de haine et de violence. Je ne vous demande pas de détails sur la teneur des insultes, etc. Mais est-ce que ça vous arrive d'avoir peur, que ce soit pour votre intégrité physique, votre santé mentale, vos proches? Alors la peur, bien sûr que c'est de cet ordre-là, et c'est très anxiogène en fait comme mécanisme, mais c'est plus lié à une intranquillité en fait complètement permanente. Parce que le souci c'est ça, c'est que moi c'est mon travail, enfin, c'est mon activité quotidienne de militer, de faire de la politique. Vous savez, c'est comme si vous alliez au boulot tous les jours et vous savez qu'en fait vous êtes dans un climat de harcèlement. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, et c'est des mécanismes ça qui évidemment sont similaires à ce qu'on peut vivre en termes d'harcèlement vécu dans une entreprise. Et oui, c'est évidemment, ça a été étudié, c'est générateur d'énormément de stress et d'anxiété parce que votre activité, elle est sans cesse sous un regard qui ne pense qu'à vous casser, qu'à vous détruire, à faire en sorte que vous craquiez, en fait. Donc ça, c'est en permanence. C'est-à-dire que, et c'est bien ça le problème que ça pose, c'est-à-dire comment c'est jouable, puisque ce cyberharcèlement, je pense qu'il vise en particulier, en tout cas moi vraiment je l'ai vécu comme ça, je le vois chez d'autres, il y a des cibles particulières que sont les femmes qui sont engagées en politique, et c'est valable dans tous les pays, avec, quand elles ont certaines caractéristiques, le harcèlement redouble, mais qui est une activité importante. C'est important, les femmes politiques remplissent un rôle dans cette société. Bon, bah, si on sait que c'est une activité, en gros, par exemple professionnelle, qui va vous garantir que ce boulot-là, et attention, hein, il y a beaucoup d'autres métiers où vous êtes en prise sans cesse avec une anxiété permanente et un regard et un travail extrêmement compliqué. Hein, c'est pas le seul, voilà. Mais il se trouve qu'en tout cas, ça pose question que ce travail-là soit un travail qui peut pas se faire hors de contexte de cyberharcèlement quand vous êtes sur certaines luttes. Donc c'est extrêmement compliqué. Alice Coffin parle ensuite de son rapport à la peur en tant que militante. Et moi, je me dis en mon fort intérieur que celles qui survivent en politique doivent justement être celles qui, de base, n'ont pas peur. Ou plus peur, en tout cas. Peut-être grâce à des années d'entraînement, d'apprentissage à la dure. Alors, la question de la peur, elle est intéressante parce que c'est justement, je pense, au cœur de la façon dont je travaille en tant que militante. C'est pas avoir peur. Un des meilleurs slogans, moi, je trouve, qui a été inventé en matière politique, c'est le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II. Et alors, c'est dommage parce que ce n'est pas vraiment du tout particulièrement une personnalité ni une institution que je porte dans mon cœur. N'empêche que dire « N'ayez pas peur », c'est exactement ça, en fait. Et c'est le plus grand levier, finalement, aussi de changement. C'est le moment où, parce qu'on dit, même qu'on peut dire la honte doit changer de camp, la peur aussi. Et dans MeToo, il y a évidemment de ça aussi. C'est-à-dire, c'est pas seulement la honte qui doit changer de camp, mais c'est aussi la peur. C'est-à-dire que c'est pas aux femmes d'être sous l'angoisse. C'est aussi, non mais attendez,
Nous, on va parler, justement. Nous, on va s'exprimer. Et c'est pas aux femmes d'être terrorisées. C'est aussi, espérons, aux hommes à un moment de s'inquiéter des conséquences de leurs actes, etc. Donc la question de la peur est centrale. Et je pense qu'à chaque fois, moi, les choses que j'ai pu faire bouger, c'est en n'ayant pas peur. Et réellement, ça n'existe pas, le pas de peur. Mais c'est comme, je sais pas, si je fais des actions, et j'en ai fait des dizaines et des dizaines, avec le groupe féministe La Barbe, qui consiste à entrer sur une scène qui est pleine d'hommes, faire irruption. Et vous avez beau l'avoir fait plein de fois, connaître un peu le processus, c'est pas vrai que j'ai pas le trac, c'est plus de l'ordre du trac, mais c'est de l'ordre aussi de la peur. Ouais, il y a et c'est pas, ça n'empêche pas d'y aller. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose à surmonter aussi, c'est savoir qu'est-ce que c'est exactement la peur, ou est-ce que c'est un désagrément, et est-ce que c'est quelque chose à payer, mais ce que je veux dire qui va pouvoir être aussi valable pour, encore une fois, plein d'autres activités qui font que souvent, c'est l'action aussi qui provoque l'appréhension. Et il y a toujours cette tentation de se dire, pourquoi je me suis lancée dans ce truc-là, pourquoi je fais ça. Il y a toujours quelque chose d'un peu terrifiant dans le fait, de toute façon, faire éruption sur une scène publique, que ça soit au sens littéral dans les actions de La Barbe, ou dans des sens plus généraux et métaphoriques, dans le fait de faire politique, faire des actions militantes. Et évidemment, les dangers induits par cyberharcèlement, les attaques permanentes, c'est aussi de se dire, je reste chez moi, quoi. Et non, et je reste tranquille, et comme ça, au moins, ça sera un peu plus serein, mais encore une fois... Bon. C'est aussi une charge émotionnelle de, à chaque fois, se dire, bon, allez, j'y retourne, je m'y remets. Bonsoir. Bonsoir. On est là et on en est là. Je suis Alice Coffin. Et moi, je suis Mathilde Viau. On a organisé cette soirée. Ça va bien se passer avec l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique. Et il faut bien avoir en tête que si nous, on est là ce soir, nous sommes, et elles ont été depuis longtemps, tant d'autres, sur Internet, dans les rédactions, dans les partis politiques, dans les rues, partout, qui nous permettent aussi d'être là ce soir. Nous, on estime que notre rôle à l'Observatoire, c'est de porter le combat spécifiquement dans la sphère politique. Parce qu'elle est une de celles qui bénéficient des leviers d'impunité les plus puissants. Une stratégie de la terreur règne dans les hémicycles qui contraint encore tant de femmes au silence. C'est pour elles que nous avons voulu ce soir, sous les ordres de la République, dire à tous ces agresseurs et à tous leurs complices, vous ne nous faites pas peur. Vous ne nous faites pas peur. Et je voudrais aborder la question aussi de la violence masculiniste, du terrorisme masculiniste même. En 2021, vous avez été invité à la Friche Lucien pour une table ronde à Rouen. Et il y a des individus qui se sont introduits pendant que vous parliez. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'est passé ? C'était en extérieur, il y avait pas mal de gens dans l'assistance, etc. Et c'était dans un contexte qui était assez connu, parce que ça avait été dit, ou moi, quelques mois auparavant, j'avais eu des visites de la gendarmerie sur mon domicile de vacances pour le sécuriser, et j'avais passé beaucoup de temps dans les commissariats pour déposer des plaintes face à des multiples menaces de mort, de viol. Donc le contexte c'était celui-là, avec aussi des alertes où voilà, on dit faire un peu attention quand j'étais en sortie publique, etc. Donc, dans quelque chose où vous êtes déjà de toute façon dans une sorte de vigilance. Et à ce moment-là, a surgi en fait sur scène. C'est marrant parce que rien que quand je reparle, je me dis, voilà, alors eux aussi ils tombent là-dessus. Le groupe qui a fait ça, ils vont penser quoi de cette réaction-là ? Est-ce qu'ils vont... Donc quand vous dites contexte de vigilance permanent et de réflexion, là par exemple, c'est ça. Là je suis en train de me dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie qu'ils aillent choper ce que je suis en train de répondre là et de dire, elle a eu trop peur la Coffin, enfin je vous me dis dans leurs termes, ou est-ce que je dois faire attention ? Donc voilà, quand je dis c'est permanent de devoir réfléchir aux réactions, c'est vraiment ça. Bref, ils sont montés sur scène et moi je savais pas en fait ce qu'ils voulaient exactement.
Et il m'a dit un truc, mais pourquoi vous détestez les hommes ? Donc un truc un peu bon, avec en face en fait de moi tout un groupe d'hommes qui s'agitaient et avec un peu un brouhaha, etc. et qui ont commencé à déployer aussi une banderole où était inscrit Madame Coffin, pourquoi détestez-vous les hommes ? Où ils étaient montés sur des camions, tout ça. Donc attaque ciblée lors d'une prise de parole publique liée au féminisme, volonté d'interruption, tout ça, etc., etc. Et s'en est suivi, enfin c'est sans arrêt désormais, parce que c'est non seulement en fait, il y a ce processus-là, et il y a après le fait d'en jouer, de prolonger cette action-là, c'est-à-dire qu'ils en reparlent tout le temps de ce truc-là. Le type est arrivé avec... je sais pas, je crois qu'il avait une fleur à la main. Enfin, il jouait sur le truc de, vous voyez, on est galant. Enfin, est-ce que vous acceptez la galanterie de la part des... Je ne me rappelle même plus exact du fond. J'ai chopé la banderole quand même, parce qu'on s'est dit parce que c'était une très belle banderole, très chère. Donc, ces gens-là ont des moyens par ailleurs. Et on s'est dit qu'on réutiliserait, parce qu'on n'avait pas forcément leurs moyens, justement. Donc, et ces gens-là sont jeunes aussi, parce que je me souviens ça m'avait fait rire, il y avait une dame du public qui en a apostrophé un en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? T'es dans la classe de mon fils, t'as bac français demain !» Donc c'est toujours un peu impressionnant de voir qu'il y a un niveau de concertation et de discours qui sont à la base, en fait, dans ce qu'ils déploient, dans ce qu'ils viennent montrer. On est sur le discours antiféministe de base sur vous détestez les hommes. Et lesbophobe aussi, on est uniquement dans le registre de pourquoi vous ne nous aimez pas, pourquoi dans le registre de l'affection et de dépolitisation, en fait, de cette chose-là. Et moi, je réfléchis toujours aussi en termes... je suis activiste, moi, donc moi, j'ai des interruptions, je peux en faire, et qui ne sont pas allées dans ce niveau de discussion-là, alors que moi, ça aurait pu m'intéresser. Qu'est-ce qui fait qu'on doit réfléchir à ces actions et que, aussi dans la sphère publique, ça doit être qualifié d'attaque et d'agression et de volonté de silenciation. C'est les rapports de force en présence, bien évidemment, et qu'un groupe qui se présente comme un groupe masculiniste, donc avec un message complètement masculiniste et une volonté. On est évidemment dans un rapport de force où il y a d'un côté un groupe social puissant et de l'autre des personnes qui tentent de défendre des causes minoritaires et soumises à violence permanente. Donc après, dans les moments comme ça, j'ai pas de peur, quoi. Ce truc-là, quand même, m'a beaucoup agité, marqué durablement dans les jours, les semaines qui ont suivi, bien évidemment. Oui, il se passe quoi dans la tête après quand on a vécu quelque chose comme ça ? Est-ce qu'on pense au terrorisme ? Est-ce qu'on pense à la violence physique ? Est-ce qu'on s'inquiète aussi peut-être pour la génération à venir ? Moi, les craintes, vraiment sur vous demandiez tout à l'heure, est-ce qu'on a des craintes pour son intégrité physique, oui, enfin, et aussi réactivée par les proches. Je pense que ma compagne, elle est encore très sensible à ça, de s'inquiéter de la préservation de l'endroit où on vit. Donc ça veut dire tout le temps faire attention, demander aux gens, aux journalistes, si je les accueille chez moi, de vraiment... de pas dire où j'habite, de faire attention, et ça c'est des consignes aussi données par la police, de vraiment être très attentive à préserver ça, et de savoir que de toute façon c'est sans doute un peu vain, parce que dans le stress que ça génère, moi c'est vrai, vraiment tous les jours qui me suivi, je regardais partout autour de moi, quoi, quand j'étais dans un espace public, sans arrêt. C'est-à-dire que vraiment j'étais dans un état d'hypervigilance sur est-ce qu'il y a quelqu'un qui va surgir, est-ce que tout d'un coup je vais être prise à partie, etc. Oui, bien sûr que ça crée ces mécanismes-là, mais là, c'est compliqué parce que vraiment, dans le même temps, mes actions, tout ça, ça repose sur le fait de ne pas avoir peur. Et réellement, je n'ai pas peur, par exemple, d'aller... C'est pas du tout quelque chose qui me fait peur, d'aller... m'en prendre à des personnes qui ont du pouvoir ou autres. J'aimerais aborder un sujet qui, pour le coup, ne touche pas forcément que les personnalités publiques, oui. Qui est un peu un sentiment général. Depuis que je me suis ouverte au féminisme et aux luttes en général, la connaissance de certains concepts, notamment comment déceler les comportements violents, la culture du viol, etc., ça m'a aussi mis dans un état de vigilance vis-à-vis de mes proches. Également, la veille de l'actualité, je trouve que ça confère à quelque chose qui ressemble à l'éco-anxiété. Si je vous propose le concept de fémo-anxiété, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Est-ce que c'est pertinent ? Oui, c'est-à-dire, mais c'est intéressant le lien que vous faites entre éco-anxiété et fémo-anxiété, parce que moi je pense qu'il y a
énormément de points communs dans ce qui mène dans un parcours à acquérir une conscience, une lucidité féministe ou une conscience, une lucidité écologiste. Quand vous poussez ce travail-là, ce qui va être décrit par pas mal de personnes comme tout un coup une prise de conscience qui fait que en fait, vous décodez tout un coup absolument la société dans l'ensemble de ces mécanismes, et ce qui est très très compliqué, c'est que dans les deux cas, c'est quelque chose qui touche un continuum en fait d'action, de comportement, de structure, et tout ça fait sens parce que c'est un système très construit. La façon dont on oppresse, dont on opprime les femmes, ou dont on se comporte par rapport à la nature, à la planète, tout ça, c'est pas juste de la spontanéité, c'est extrêmement construit, avec des visées particulières qui sont une mainmise sur la moitié de la population dans un cas, ou sur les ressources naturelles dans des visées capitalistiques dans l'autre. Et vous vous rappelez ce que ça vous a fait, à vous, de cette prise de conscience-là, intimement? Après, comme c'est un processus, et d'ailleurs malheureusement sans cesse renouvelé, je pense encore, qui accroît encore. Moi je sais qu'année après année, on développe encore plus d'antennes et de compréhension de ces mécanismes-là, et c'est toujours un gouffre qui s'ouvre, parce que c'est sans cesse de redécoder des comportements et de voir qu'ils sont complètement reliés à la façon dont on traite les femmes différemment des hommes dans cette société, et c'est évidemment dans un quotidien sans arrêt. C'est-à-dire... Et l'immobilisme aussi des responsables. Et moi, je trouve ça hyper angoissant. Oui, c'est terrifiant. Je pense que dans le domaine des anxiétés ou des angoisses profondes, c'est pas un truc dont je parle nécessairement souvent, mais moi mais depuis très jeune, enfin, c'est aussi plus généralement sur qu'est-ce que c'est que la condition humaine, l'absurdité d'une vie finie, mortelle, et du néant qui surgit après la mort. Et ça réactive justement un sentiment en plus de je fais quoi pendant mon temps de vie là-dessus, et que ça va pas bouger. Quand vous parlez d'immobilisme, c'est-à-dire c'est pas l'action a de l'impact, mais encore une fois, c'est tellement massif ce qui se passe en face, c'est que un peu de lucidité fait que ça ne sera pas résolu dans un temps de vie humaine. Ça m'avait beaucoup ému en fait la réaction. Annie Ernaux, l'écrivaine, avait donné sa réaction au mouvement MeToo à ses débuts, et elle avait dit mais je pensais pas avoir ça de mon vivant, enfin de ma vie, et ça avait résonné très fortement en fait ces paroles-là, en disant bah oui, enfin bon, voilà ce qui est, je pense que ça s'apparente quand même à un processus d'ordre révolutionnaire dans ce qui s'est passé en matière de MeToo. C'est très intéressant. En tout cas, oui, on a obligé, oui, c'est tenu de faire comme si on allait réussir à tout renverser, ce qui est sans doute un peu de lucidité. C'est vrai que non, ça n'est pas vrai, mais il faut avoir ça aux tripes quand on le fait, en tout cas. Ouais. J'aimerais aussi me concentrer sur les émotions des adversaires politiques, si vous voulez bien. Pourquoi est-ce que le mot lesbienne fait encore peur ? Ça, c'était vraiment une découverte aussi sans cesse prolongée. Alors, il y a deux manières de le dire. Soit de dire à quel point le mot lesbienne fait peur, ou à quel point c'est son pendant, et c'est le pendant, disons, énergétique, à quel point le mot lesbienne est un formidable levier et un formidable outil dans le vocabulaire même. Tant mieux si ça terrorise le patriarcat de dire qu'il y a des lesbiennes et elles sont nombreuses sur cette planète. Parce que c'est vraiment la pratique, la politique, être lesbienne qui vient, quand ça s'est posé en termes vraiment de conscience politique aussi, est lié à un état donné de la société, ce que moi je crois très fort dans le fait d'être lesbienne, et pas du tout dans un truc de dire c'est parce que j'aime pas coucher avec des mecs et je préfère les femmes. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas de cet ordre-là. C'est vraiment un mode de vie, une réponse à une attitude politique qui correspond à un état donné, à l'instant T, en tout cas, qui se prolonge depuis maintenant très longtemps, de la société et de sa domination par les hommes. Donc, c'est une résistance. Donc, le dire, c'est venir saper en fait complètement les fondements de ce système-là,
qui est un système qui repose à la fois sur la binarité entre hommes et femmes et les rôles différents qui leur sont assignés, et puis sur l'hétérosexualité, qui font que ces rôles différents confiés à chacun des genres doivent par ailleurs s'articuler dans une complémentarité et surtout dans une asymétrie évidemment totale dans les fonctions qui sont assignées à chacun ou à chacune dans cette société-là. Donc ça vient complètement saper les structures-là de ce contrat qui a régi les sociétés pendant très très longtemps, qui continue à le faire. Donc, bien sûr que c'est menaçant. C'est bien sûr que c'est menaçant, et bien sûr c'est très intéressant qu'un des groupes lesbiens des États-Unis se soit appelé The Lavender Menace aussi. C'est très intéressant, c'était aussi pour d'autres raisons, mais c'est très intéressant que ça reste une force de frappe politique très forte, en fait, d'utiliser le mot lesbienne. Après, alors, ce que ça génère aussi, c'est-à-dire que ça aussi, c'est de la perception, c'est pas chez tous, mais quand même chez énormément. Il y a aussi, dans les réactions individuelles que moi j'ai en face de moi, de collègues politiques ou autres, bien sûr qu'ils me voient d'abord comme une lesbienne. Mais quand ils voient d'abord comme une lesbienne, c'est pas « ah, elle est homosexuelle » et tout ça. Je pense que c'est... j'emploie à dessein ce terme-là à ce moment-là plutôt que lesbienne. Ça peut encore générer chez un certain nombre vraiment de personnes aussi des réactions vives. Je crois que c'est pas ça, c'est bien au-delà, c'est une apparence physique, et d'ailleurs, enfin, c'est permanent, moi, mais ce qui est très usant, c'est-à-dire que vous êtes sans arrêt ramené à votre physique, vraiment, vraiment. Et par exemple, quand on parle de cyberharcèlement, c'est énormément de montage donc, de mon visage, de distorsion, de ajouts qui lui sont faits, de la moustache à autre, etc. C'est parce que vous troublez l'ordre établi et la vision qu'on aimerait avoir d'une femme bien rangée qui correspond C'est compliqué les attaques sur le physique, parce que à quoi ça renvoie? Alors c'est un truc de base de cours de récréation aussi, de dire machine elle est moche ou machine elle est... qui est tout le temps ça, qui est sans cesse réactivé sur la mocheté. Il y a eu récemment un autocollant déployé par le groupe d'Alain Soral qui s'appelle Égalité et Réconciliation, donc vraiment l'extrême droite, qui faisait un autocollant avec marqué « Le féminisme, c'est pour les moches », avec ma tête, celle de Sandrine Rousseau, de Caroline Dehaas et de Rokhaya Diallo. Et ça, ce truc de la mocheté, de renvoyer... Je veux dire, c'est sans arrêt, c'est tous les jours, je ne compte plus les messages qui sont dans ce registre-là de l'attaque physique, qui vont de la laideur au troublon, au boutin, j'en sais rien, vous pouvez imaginer tous les qualificatifs. Et il martèle beaucoup là-dessus. Alors c'est intéressant parce que c'est d'aller chercher, ça je pense que c'est pas encore assez réfléchi sur l'utilisation d'une norme qu'ils édictent de ce que serait l'apparence physique adéquate, qui a une vieille ancienne, qu'on a toujours utilisée contre les femmes féminismes identifiées comme telles, de les renvoyer à leur apparence physique, encore plus évidemment parce que s'ajoute la lesbophobie quand c'est pour les lesbiennes, ça va vraiment chercher sur les caractéristiques de visage, de corps de la personne. Et oui, bien sûr que c'est très violent. Ouais. Écoutez ce qu'écrit Rose Lamy, alias Préparez-vous pour la bagarre, dans sa newsletter bimensuelle. Les haineux savent où ils tapent. Ils savent que pour les personnes exposées au sexisme, la critique physique est un calvaire. On est programmé à se conformer aux standards, à plaire aux hommes. Et leur rejet est une blessure profonde et narcissique qui devrait provoquer la honte et le repli sur soi. Ça a marché un peu au début. J'avais l'impression d'assister à mon humiliation publique au quotidien. Et dès qu'on me proposait une vidéo, je la refusais par peur des représailles. Mais une question est arrivée très vite. Si en fait je n'étais pas trop grosse, ni trop moche, mais que je prenais trop de place. Quand on commence à les défier avec notre apparence, à autodéterminer les limites de nos corps et de tout ce qu'on est capable d'entreprendre, ils réalisent qu'un jour, on pourrait peser plus lourd qu'eux. Monter une page suivie par 214 000 personnes, c'est hors norme. Vendre plus de 15 000 essais sur le sexisme médiatique, c'est hors norme. Je les dépasse. Je les menace. Je les recouvre symboliquement, ces hommes dont on attend le strict minimum pour être reconnus. Par la critique de nos corps, ils tentent de contrôler, de limiter notre rôle social. Les corps qu'ils nous imposent d'avoir sont une quête impossible qui occupe notre esprit et gaspille l'énergie que nous pourrions mettre au service de la création, de la lutte, de l'émancipation. C'est marrant, vous avez commencé l'entretien en me disant que vous me trouviez très calme, et c'est vrai que c'est encore
C'est quelque chose qu'on me dit très souvent, et notamment qu'on me dit dans des sphères proches. Non, mais comment tu fais tu gardes beaucoup ton calme, ton sang-froid. Et à chaque fois, ça me fait beaucoup de bien, parce qu'à l'inverse, moi, j'ai tellement été... En fait, ils construisent tellement un personnage sur les réseaux sociaux qui serait celle d'une, je cite, folle, hystérique, agitée, convulsive, avec une psychiatrisation aussi du langage, des insultes, etc. Presque parfois, on se retrouve réifié dans cette position-là et de penser que, ah ouais, mince, ou de devoir faire attention, parce qu'on sait que, alors oui, est-ce que si je bouge trop les mains, ils vont réagir comme ça? Et si je parle... C'est sans arrêt, c'est-à-dire c'est même un contrôle. Les commentaires corporels et physiques font que ça devient aussi un contrôle sur votre propre corps, dans votre manière de vous mouvoir, etc. Mais ça, c'est intéressant parce que ça renvoie de toute façon à d'autres choses que moi j'ai dû surmonter en tant que femme qui n'avait pas les codes corporels. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand j'étais ado, j'avais trop peur, j'étais persuadée, parce que j'avais pris des remarques d'un mec que je marchais pas bien, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que j'avais une démarche de cow-boy, ou des choses comme ça, et ça me terrifiait complètement de devoir contrôler en disant ou le fait d'être sans arrêt mégenrée quand j'entrais dans un magasin, dans les moments, si j'avais une coupe courte ou autre, et de dire ils vont m'appeler monsieur ou quoi, et alors de vouloir censure commencer, si j'ai pas envie de faire face à ça, avoir une voix un peu haute quand j'entre dans le magasin. Donc ça veut dire sans arrêt penser à qu'est-ce que vous dégagez en tant que corps dans l'espace public, qu'est-ce que ça va provoquer, et ce qui aboutit à, c'est pour ça que je reviens à l'histoire d'être calme ou pas, une distorsion de la propre perception que vous avez de votre... et une incapacité de toute façon à appréhender correctement c'est quoi votre corps projeté dans l'espace public, parce qu'il est tellement commenté sans arrêt. Le backlash, théorisé par l'américaine Susan Faludi, c'est une forme de contre-coup des mouvements progressistes pour l'égalité des droits. C'est une réaction conservatrice violente qui intervient après une grande avancée sociale. Un pas en avant, 3 pas en arrière, vous connaissez. MeToo et Trump aux US, Balance ton port et Darmanin en France, par exemple. Le backlash peut s'expliquer notamment par la peur du changement, la peur de perdre ses propres privilèges. J'en ai parlé rapidement avec Marthe et Clara en session de collage, à l'échelle de la rue. Des fois, j'ai remarqué aussi, dans les collages de statistiques, les gens arrachent juste les chiffres. Les chiffres, ouais. Ils aiment pas, c'est la réalité, ils aiment pas. Ils ont peur. Ils ont peur de regarder les choses en face, quoi. Clairement. Quand tu colles, 96% des violeurs sont des hommes. Oui, mais nous les hommes. C'est là, mais vraie histoire, il y avait cette stat sur Twitter. Et il y a un mec qui a répondu, je comprends pas comment vous pouvez dire que 96% des hommes sont des violeurs. C'est là, elle dit vraiment pas ça la stat. Elle ne dit vraiment, moi je suis nulle en maths, mais alors lui, c'est un stade. Oui, il a inversé le truc. Il a inversé le truc, tu vois, j'étais là bien sûr que non, 96% des hommes sont des violeurs, on s'en sortirait pas du tout sinon. Ce qu'elle dit, c'est que sur tous les violeurs, il y en a 100 personnes qui ont violé, il y en a 96 qui étaient des hommes. Est-ce que c'était toi? Non, il y en a. Ouais, donc les gens qui décollent derrière cette action de décollage qui est aussi de la silenciation de la parole, c'est de la peur. Ouais. Je pense que c'est de la peur et ça gêne en fait. Ouais, c'est ça. T'as pas envie de sortir de chez toi et de voir qu'une femme sur deux se fait harceler dans la rue, parce qu'une femme sur deux, ça veut dire que il y a ta meuf et il y a ta petite cousine et tu vois, je pense que c'est aussi ce truc. Et puis ça veut dire que ça arrive souvent et toi tu le vois jamais et tu fais jamais rien, et donc je pense que c'est aussi ce truc de ça te responsabilise en fait. Enfin, ça t'oblige à regarder un peu ce qui se passe en face et t'es un peu obligé de prendre conscience de l'ampleur du problème. Et je pense que t'as pas envie parce que c'est un problème qui est... c'est désagréable, c'est comme les choses sur le réchauffement climatique. C'est ça, tu vois, quand t'es un mec, tu te sens mis en cause, tu vois. C'est comme quand tu vois des trucs genre des collages anti-racisme et que t'as des personnes blanches qui sont en mode ça me heurte et de ça, t'es là oui, mais peut-être qu'il y a une bonne raison pour ça, peut-être qu'il faut se faire un peu chambouler aussi de temps en temps. Oui, puis un peu d'empathie, il va pas te tuer, quoi. Et au contraire, prends conscience des choses et... c'est ça, tu vois. Et aide-nous de la merde, exactement, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, les mecs qui disent
Moi, j'ai jamais aucune pote qui m'a raconté qu'elle s'était fait emmerder dans la rue. T'es là-bas parce que tes potes se sentent pas en confiance pour te le raconter, mais présente-moi des potes qui se sont jamais fait harceler dans la rue, s'il te plaît, parce que j'aimerais bien vivre au même endroit qu'elle. Si tu les écoutais, tu te rendrais compte qu'elles ont plein d'histoires. Mais oui, c'est plein. Peut-être que toi-même t'en fais partie, ces histoires, tu vois, mais ça, c'est... Ça, c'est encore une remise en cause pour laquelle ils ne sont pas l'étape suivante. J'ai voulu en parler avec Alice Coffin à l'échelle du débat public. Quand vous voyez toutes ces paniques morales autour du wokisme, autour de la figure de Sandrine Rousseau, qui énonce des faits simplement sur la question de l'image viriliste de la viande, est-ce que vous vous dites, est-ce que c'est pas eux finalement qui réagissent de façon totalement déraisonnable avec leurs émotions, et est-ce que on leur fait peur ? Alors, oui, bien sûr que ça active là aussi des terreurs très enfouies. Je pense notamment sur la différence de la binarité des genres et tout ce que ça peut susciter comme peur absolument profonde. Et après le mariage pour tous, j'ai voulu rencontrer Frigide Barjot, qui menait de manière que j'avais trouvée extrêmement, je le dis comme ça, mais brillante au niveau communication, la stratégie médiatique de la Manif pour tous, qui a été malheureusement une entreprise extrêmement bien menée et de manière très intelligente. Et bon, je m'étais dit c'est intéressant d'aller en discuter avec elle pour comprendre les mécanismes, et je pense qu'on a toujours beaucoup à apprendre à aller faire cette discussion-là. Et justement, elle nous avait dit, Frigide Barjot à ce moment-là, que c'est de toute façon, ok, elle avait senti qu'elle pouvait activer des choses avec cette histoire de mariage pour tous, mais ce qui était le plus profond, c'est quand ça touchait, par exemple, la question de la binarité des genres, allait toucher quelque chose d'absolument profond qu'elle avait elle-même pas réalisé, et sur lesquels elle pouvait vraiment susciter des mouvements qui jouaient sur, effectivement, des terreurs presque ancestrales, de choses là-dessus. Donc oui, bien sûr que ça va provoquer des paniques, de cet ordre-là. Mais après, de dire, est-ce qu'on leur fait peur ? Est-ce que oui, c'est bien sûr, mais de toute façon, je ne cherche pas non plus à entrer dans un... Et ça, c'est une réflexion permanente dans quels outils moi j'utilise sur les réseaux sociaux. Et ce qui est compliqué, parce que d'être à la fois cible de cyberharcèlement, mais de toujours essayer de tenir le cap, d'agir de manière responsable sur ces réseaux sociaux, c'est-à-dire y compris avec les personnes qui se comportent de manière absolument horrible, de toujours garder un sens de responsabilité presque éditoriale sur son compte et de pas céder justement à ce type de pratique. C'est encore une charge mentale. Voilà, c'est très... Voilà. Non, mais tout à fait, c'est un peu compliqué. Ouais. Sur les histoires de virilisme et de ce que peut porter Sandrine Rousseau, après, c'est des questions plus larges qui viennent reprocher de dire vous ne devriez pas vous y prendre comme ça, que ce soit en manière féministe ou en manière écologiste, parce que vous clivez trop et vous êtes des figures, finalement, qui faites du tort, parce que vous divisez, parce que... Et ça, c'est très intéressant comme reproche, parce que je pense que ça repose sur une hypothèse complètement erronée, que si on faisait de l'écologie de manière fédératrice, je pense à ce que prôner Yannick Jadot pendant la campagne présidentielle par exemple, la même chose pour l'écologie ou le féministe, et bien finalement c'est ça qui permettrait de convaincre l'ensemble de la société, et en fait c'est parce qu'on s'y prend de manière trop, donc je les cite, clivante, que ça ne fonctionne pas. Mais ça pour moi c'est un constat mais complètement erroné, parce que c'est pas nous qui clivons, c'est-à-dire que c'est de fait, ce sont, si on veut reprendre ce terme-là, des sujets clivants et qui divisent, parce que c'est deux sujets qui ne sont pas du tout majoritaires dans la société. Ni le féminisme, ni l'écologie ne suscitent l'adhésion de l'ensemble. On n'en serait pas là, si c'était le cas. On n'en serait pas à ce nombre de féminicides, de violences quotidiennes, si le féminisme était quelque chose d'absolument acquis dans la société, et on n'en serait pas sur une catastrophe climatique aussi extrême, si l'écologie était fédératrice dans la société. Ce sont encore des sujets qui sont portés par une population qui numériquement est minoritaire. Donc, renvoyer aux personnes qui mettent les sujets sur la table en disant vous clivez, oui, c'est pas qu'on clive, c'est que les combats qu'on porte effectivement ne sont pas encore acquis. En revanche, moi je suis persuadée, il peut y avoir d'autres stratégies, je le comprends, mais moi je suis persuadée que ce n'est pas en essayant de lisser nos propos et de dire les gens ne sont pas encore tout à fait prêts, donc il va falloir... Non, il faut porter cette parole-là, et que ce que je crois, ce qui a fonctionné je pense pour Sandrine Rousseau aussi, c'est que si on sent qu'il n'y a pas de frein en fait,
de ma part ou de la part d'autres personnes dans la manière de porter ce combat-là, qu'on ne va pas faire de calcul, que ça ne va pas être réfléchi sur attention, justement de peur. Si on sent qu'il n'y a pas de peur d'aller porter cette parole publique-là, même si on sait qu'on va se prendre des trombes d'insultes et d'attaques derrière, ça peut susciter une adhésion en revanche. Et ça peut compenser le fait que ce sont des combats minoritaires par des personnes qui vont dire « en gros, c'est courageux ». En gros, et ça, je l'ai vécu chez beaucoup d'adversaires, même qui ont dit « ouais, bon, ok, mais vous y allez ». Et ça, au moins, je respecte. Donc, je pense que... Et c'est la seule manière d'entraîner. Il y a une double injonction qui est faite aux femmes, c'est à la fois d'être énervée poliment et aussi d'être très courageuse. C'est hyper antiféministe. Oui, bah il y a tellement d'injonctions et d'observations et de commentaires, en fait, de toute façon, sur la manière de mener les combats. Et ça, c'est aussi, moi, ce que je reproche très souvent à des personnes censément... alliés qui vont, y compris si je prends dans le champ de l'écologie, aller dire il faut arrêter avec des personnifications, des tutorisations, Instagramisation des combats, je sais pas quoi. C'est vraiment tellement méconnaître en fait ce à quoi on est confronté. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de personnifier ou pas. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le choix de savoir. Au moment où on s'engage en politique, on est personnifié, c'est-à-dire qu'ils s'en prennent à notre visage, à nous. L'attitude par rapport aux femmes politiques, d'aller les cibler, d'en faire des figures et de commenter sur leur physique précise, qui est le comble de l'incarnation et de la personnification, on ne le décide pas soi-même. C'est formaté, par tous ceux qui veulent nous faire taire. Donc quand après il y a des alliés qui viennent dire non mais attention, il faut pas, faut penser à ce truc collectif, on fait vraiment ce qu'on peut là, vraiment. Et c'est pas très malin d'aller en plus reprocher ça, comme vraiment je l'entends chez beaucoup de responsables politiques écologistes ou féministes, quoi. Intéressant. Et j'en profite pour ouvrir un peu sur des choses un petit peu plus positives pour la suite. Donc c'est pas très joyeux. Dans son livre, Alice Coffin évoque une camarade queen qui lutte de l'autre côté de l'Atlantique. Vous la connaissez sûrement, c'est Alexandria Ocasio-Cortez. Élue parlementaire démocrate à 29 ans, elle est la plus jeune de l'histoire à entrer au Congrès. Surnommée AOC, elle est latino-américaine et héritière de Bernie Sanders. Vous décrivez ses actions et vous dites que c'est une source quotidienne de bonheur. Ça m'a frappé, c'est fort comme mot, bonheur. Ouais, c'est pour ça que c'est important, de bonheur, de joie. Moi, j'ai le sourire mais d'ailleurs, je vois un peu moins là. Mais tout le combat, parce que j'avais suivi d'assez près sur Alexandria Ocasio-Cortez, mais c'est sur d'autres aussi. Et c'est intéressant qu'elle choisisse justement de ce qui est courageux d'aller publiciser très largement. Moi, j'avoue ce que j'ai pas le courage de faire, ou la force tout le temps de faire, de vraiment valoriser toute action, de prendre très régulièrement la parole sur Instagram, de faire des stories sur un combat, etc. Et bon. Je suis un peu épuisée là-dessus, mais c'est vrai que les personnes qui le font, ça donne immédiatement le sourire de les voir là-dessus. Donc merci à celles qui prennent le soin de le faire. Il y a de la joie dans la lutte. Oui, ça serait pas possible sans ça. C'est l'activisme et le combat politique collectif, c'est-à-dire le fait aussi de faire avec d'autres, même si souvent on n'est pas nombreuses ou quoi, mais quand on coordonne des actions, quand on y travaille ensemble, c'est la source de beaucoup de joie, c'est la source de beaucoup de rire aussi quand même, parce qu'évidemment il y a un décalage permanent entre ce qu'on mène et puis les réactions autour, et c'est évidemment un carburant extrêmement puissant. Vous avez beaucoup utilisé l'humour, avec la barbe notamment. Pourquoi, à votre avis, la position moqueuse ou même l'humour misandre est une arme si puissante, à la fois politiquement et pour soi-même aussi? Alors, je pense que, parce qu'au-delà d'un truc féministe, c'est une attitude aussi qui est très liée à un comportement de femme, et femme au sens de ce qui a été construit sur le féminin. En regard et en creux de ce qui a été construit sur le masculin, qui est quand même un truc de sérieux, et de performance du sérieux, en fait. De performance permanente de la respectabilité, de la crédibilité, de comment il faut apparaître, du fait de porter une cravate, à une certaine manière de parler. Et je veux dire, c'est ça aussi le décalage quand on intervenait avec le groupe La Barbe dans ces parterres d'hommes, et quand aussi on ironisait sur leur langage aussi. Je pense que dans la masculinité, il y a aussi cette construction complètement artificielle de ce que c'est que le sérieux, la crédibilité.
qui vise à pallier, franchement, très souvent, l'absence totale de travail et le fait que c'est complètement artificiel que ça soit seulement des hommes. Il n'y a aucune raison qu'il y ait seulement des hommes qui soient dans le pouvoir. Donc il faut bien trouver une justification à ce pouvoir-là, au fait que ça soit les hommes qui occupent toutes ces place-là, et cette justification, elle passe notamment par une performance, au sens de ce que peut donner Judith Butler au terme performance, du sérieux et tout ça. Donc à l'inverse, arriver avec une ironie, le fait d'aller dans une caricature de ces attitudes-là, de les dénoncer par la blague, etc., c'est en soi un acte politique, c'est en soi aussi le fait de dénoncer, de faire vraiment le roi est nu, de dénoncer le caractère complètement artificiel de l'apparat de la masculinité sérieuse et digne de crédit pour occuper les fonctions de pouvoir, etc. Donc c'est en soi un acte politique aussi d'y aller avec un tranchant d'ironie qui permet de vraiment briser en éclats la paroi de verre ou le plafond de verre de justement la masculinité dite sérieuse, quoi, et qui est complètement bidon en fait. Quand on lui pose la question des œuvres qui permettent d'aller mieux, Alice Coffin nous répond en parlant d'amour et de sororité. Alors, écoutez, moi je suis tellement amoureuse des fleurs bleues que je recommande toujours d'abord les travaux de Silvia Casalino, avec qui j'ai la chance de vivre, et qui a fait un film qui s'appelle No Gravity, dont le pitch pourrait être que c'est sur les femmes astronautes, mais qui en fait est un peu plus large, même si comme elle était ingénieure spatiale, elle s'est occupée de effectivement comprendre pourquoi la conquête spatiale avait été un domaine du masculin et comment, bien plus au-delà, et avec une réflexion aussi qui me permet de citer une autre penseuse qui s'appelle Donna Haraway, comment on a construit le pouvoir masculin était lié à la construction de standards du masculin et on parlait tout à l'heure justement du sérieux ou du rôle et du discours à tenir quand on veut avoir les attributs du pouvoir, et que là aussi tout ça est matière de construction de standards. Je dis ça amoureusement par rapport à Silvia Casalino, mais c'est un peu plus sérieux que ça quand je donne le nom d'une proche, parce que il se trouve que mes plus gros apports, ce sont ce qui est produit par les activistes, par les militantes, et pas seulement ce qui va déboucher sous forme de livres. Et je pense que c'est aussi un combat féministe de dire il y a beaucoup de formes d'écrits ou d'oralité qui sont aussi importantes que des grands livres. C'est important parce que c'est une histoire qui n'est pas faite, qui n'est pas enseignée, celle du féminisme, très volontairement évidemment. Or, c'est extrêmement important d'avoir en tête ce qui s'est fait avant, ce qui s'est produit avant, et ce qui est souvent extrêmement puissant, etc. Donc moi, j'aime beaucoup aussi consulter les archives qui sont les archives lesbiennes en France, et dont je recommande vraiment la visite par ailleurs, mais regorgent justement de textes importants qui sont souvent aussi liés à l'activisme. C'est-à-dire pour moi, un tract, ça va me produire autant d'effets que parfois tout est important, hein, je veux dire, je ne mets pas en comparaison, donc je recommande vraiment d'aller tout le temps voir ce qui peut se produire à l'étranger et dans d'autres pays. Ça donne du réconfort de savoir qu'on s'inscrit dans une histoire et qu'on n'est pas seul. Oui, alors c'est toujours des réactions bizarres, c'est à la fois oui, ça donne réconfort, et à la fois c'est oh là 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 là, mais ils ont déjà dit tout ça et c'était déjà comme ça, et on est en train de continuer un combat qui dure depuis des décennies et des décennies, et elle disait pas autre chose en 1970, ou elle disait pas autre chose même bien plus tôt avant. Donc oui, c'est compliqué, mais c'est pour ça, quand je dis se replonger dans les écrits ou autres, de reprendre même bien plus anciennement que les années 70, de reprendre des textes de Louise Michel par exemple, hein, mais pas seulement sur le féminisme, sur l'ensemble des combats qu'elle menait, c'est évidemment extrêmement galvanisant quand même. Merci infiniment à Alice Coffin pour son temps et sa confiance. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour parler d'une autre émotion, la colère. Cette émotion bien légitime quand on a conscience des injustices, mais qui nous vaut souvent d'être taxé d'hystérique. Comment ne pas se laisser bouffer la vie par la rage ? Comment la transformer en force motrice ? J'aurai la chance d'en parler avec Roso, une colleuse et activiste anonyme. Coucou, c'est moi. Je suis vraiment nulle. J'ai oublié de vous dire que j'avais aussi eu la chance de parler avec Louisa Donna. Vous la connaissez peut-être, c'est elle qui met l'ambiance sur les chars en manif, et elle a toujours un outfit incroyable. À côté de sa vie d'artiste, elle est aussi psychologue spécialisée dans l'accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles, et elle va nous parler de ça. Bisous, à dans 2 semaines.
Je suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté Allumettes et Tasse de thé. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues, commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Dites-nous quelles émotions la discussion vous a procuré. Partagez-nous vos tips pour gérer vos craintes et angoisses. Racontez-nous vos souvenirs d'émotions fortes liées à la lutte contre le patriarcat. Pour cela, vous pouvez nous envoyer des vocaux sur Instagram ou nous laisser un message en appelant le 01 83 64 15 17. Cette série est produite par Mia Productions, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Leménès. Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil.